nzela ya bakongo. Organisé sous l'égide de son Excellence le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, empêché, qui nous a délégué son directeur de cabinet, à qui je vais demander séance tenante de prendre la parole pour un mot de bienvenue. Directeur de cabinet, représentant de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur général, Monsieur le coordinateur de la cellule infrastructure, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers collègues du FONER, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre pour la conférence annuelle d'évaluation des activités du Fonds national d'entretien routier. Vous souhaitons le bienvenu et vous remercions très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation. La fin de l'année s'approche. Il est de coutume pour la plupart des institutions qui se veulent efficaces de procéder pendant cette période à l'évaluation de leurs activités. Le FONER ne déroge pas à cette pratique vieille et fondamentale de bonne gouvernance. Par ailleurs, l'organisation de cette conférence cadre avec la stratégie du FONER adoptée par son conseil d'administration pour les 5 prochaines années et qui repose sur les 4 axes suivants. L'amélioration de la gouvernance du FONER pour une meilleure prise en charge de l'entretien routier, l'amélioration de la mobilisation de ressources, l'amélioration du management interne du FONER et la lutte contre les antivaleurs et autres griefs qui ne favorisent pas le développement de toute organisation. Ainsi, faudra-t-il noter que cette stratégie du FONER s'inscrit dans le contexte et la vision du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la bonne gouvernance, la transparence et la modernisation des infrastructures routières dont une grande partie se trouve dans un état de délabrement avancé. Il s'agit donc d'un travail immense qui implique la mise en place d'un dispositif efficace de l'entretien routier et de son financement. Cette volonté politique forte exprimée par le chef de l'État rencontre également les exigences des partenaires techniques et financiers de la RDC, à l'instar de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, qui conditionnent de plus en plus l'octroi des financements dans les secteurs de route à la mise en place d'un système transparent, autonome et performant des collectes
et de gestion des ressources d'entretien du réseau routier pour assurer la durabilité des investissements dans ces secteurs. Monsieur le directeur de cabinet, les succès dans toute organisation impliquent notamment une revue périodique de sa performance pour une meilleure planification. C'est dans ces contextes que le management du FONER voudrait instaurer cette conférence annuelle d'évaluation de ses activités pour répondre aux impératifs d'une gestion moderne, efficace et efficiente et créer un véritable esprit d'équipe entre ses agents et cadres. Pour ce premier exercice, il s'agira notamment d'évaluer les plans d'action 2023 du FONER, identifier les forces et les faiblesses du FONER, les opportunités et les menaces auxquelles il fait face, aussi bien au niveau de ses directions centrales que provinciales, ainsi que dans ses relations avec ses principaux partenaires, de proposer des mesures correctives nécessaires et des actions idoines pour l'exercice 2024. Réunir sur un même lieu de travail toutes les directions centrales et provinciales, favoriser les discussions, l'esprit critique et la cohésion et l'esprit d'équipe entre agents et cadres. Recueillir les avis et considérations des partenaires du FONER dans l'exercice de sa mission. Échanger sur la politique et la stratégie d'entretien routier en RDC. Pousser le FONER à atteindre ses objectifs et à réaliser des résultats escomptés. Bien entendu, les objectifs fondamentaux du FONER demeurent la mobilisation des ressources et le financement de l'entretien et de la protection du patrimoine routier. Les leçons tirées ensemble sur l'organisation de cette conférence permettront à coup sûr d'améliorer l'organisation des prochaines éditions. Je vous remercie. Je vais maintenant inviter Monsieur le directeur de cabinet, représentant son Excellence Monsieur le ministre d'État, à prendre la parole pour procéder à l'ouverture. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur général, Monsieur les membres du conseil d'administration, Monsieur les représentants de l'institution internationale, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en petite qualité, je voudrais avant toute chose présenter le respect de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui aurait bien voulu être là. Et vous comprendrez que c'est la conjonction d'un agenda assez sollicité aujourd'hui de ces différents membres du gouvernement qui leur ont permis d'être là. Et c'est ainsi que, en leur nom, je voudrais présenter leur soutien au déroulement de ces assises. Ma joie est grande en ce jour, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en charge de l'infrastructure et des travaux publics, où, pour toute la première fois, nous allons assister à une conférence annuelle d'évaluation des activités du Fonds national d'entretien routier FONER Nancy, pour me donner de le présenter sur le directeur général. En effet, il est important pour les responsables que nous sommes, les responsables du secteur qu'on peut considérer comme essentiel et névralgique de notre pays, de nous engager dans l'action au quotidien, de lever par moments la tête et de prendre le temps de considérer le travail abattu, évaluer ce qui est accompli, présenter son bilan de l'effort. C'est ce qu'on appelle objectiver la situation. Et en ce jour, les circonstances ont conduit à cet exercice salutaire de réflexion où s'organise au moment où tous les responsables politiques vont se livrer à l'exercice de présentation et défense de leur bilan. On est à la fin de l'année. Et nous savons que c'est l'exercice, mais particulièrement, nous voulons souligner aujourd'hui qu'il y a le premier d'entre les différents responsables publics, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Lui peut se prévaloir d'avoir fortement contribué à amorcer le retour
de la mission légale qu'exerce le commissaire aux comptes qui m'a décidé de la réalisation des audits externes des comptes du FONER par des cabinets indépendants de réputation internationale en relation avec le plan programme à partir de l'exercice 2019. Et ensuite, il a permis la redynamisation du management du FONER au travers de recrutement de ses mandataires par le moyen d'une procédure compétitive et transparente. Point n'est besoin de rappeler que ces gages de transparence dans la gestion du FONER, longtemps sollicités par les partenaires techniques et financiers de notre pays, étaient restés sans suite depuis des années jusqu'à l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État des Infrastructures économiques, je suis confiant que ce forum répondra à nos attentes. Et ainsi, en son nom, je déclare ouverte la conférence annuelle d'évaluation des activités du Fonds national d'entretien routier. Que vive le FONER, que vive le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Dioka, directrice juridique et contentieux du FONER. J'ai une question pour messieurs les conseillers du ministère de l'Infrastructure. Alors, j'ai suivi tout à l'heure votre présentation. Vous avez expliqué clairement en ce qui concerne la politique et la stratégie de l'entretien routier. Et vous avez parlé aussi des pairs. Et je comprends bien que nous sommes dans un domaine de développement des infrastructures. Qui parle de développement d'infrastructures parle du social en fait. Parce qu'au final, les infrastructures bénéficient à la population, bénéficient à la société. Alors moi, je voudrais savoir, dans cette politique d'élaboration du PER, quand est-ce que la population intervient? Parce que si elle doit être bénéficiaire des infrastructures, je pense qu'elle doit aussi avoir son mot à dire. Et jusque-là, si je vois bien la façon dont les PER sont élaborés, je ne vois pas l'intervention, en fait la contribution de la population qui est les bénéficiaires finaux. À quel niveau, à quelle étape vous pensez que la population peut intervenir, peut donner aussi son point de vue dans tout ce qui s'est fait dans cette politique d'entretien routier? J'ai deux questions pour le conseiller du ministre des ITP et une question au sujet de la CDR. Monsieur le conseiller, dans votre exposé, vous avez parlé de 6 éléments constitutifs du dossier d'entretien routier, à savoir le plan d'entretien routier triennal, le plan d'entretien routier annuel, l'estimation financière, le chronogramme des travaux, la fiche individuelle des projets et le plan de passation de marché. Dans la pratique, ces éléments sont, à mon humble avis, difficilement réunis depuis plusieurs années que le FONER a été créé. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une stratégie délibérée et à partir de laquelle on s'attendrait à avoir d'excellents résultats? Ma deuxième question est celle-ci. Au niveau du ministère des ITP, quelle serait la stratégie qui est mise en place pour amener les différents intervenants dans le secteur d'entretien routier de remplir la conditionnalité de la production de tous ces dossiers d'entretien routier en vue de permettre une planification adéquate? Au sujet de la CPR, je voudrais juste poser une question. Est-ce que vous pensez que ça serait une idée farfelue de subordonner l'admission plutôt des provinces au programme d'entretien routier par la création
des CPR qui soient viables. Serait-il une idée farfelue? Si tel n'est pas le cas, comment peut-on concilier un tel impératif avec les nécessités d'ordre politique? Tout à l'heure, dans votre intervention, monsieur le conseiller, vous avez dit, en vous référant à la loi portant création du FONER, que les fonds, les ressources du FONER sont réservées particulièrement aux entretiens. Donc ce sont des ressources préaffectées. Alors ma question est de savoir, quid de projets spéciaux qui ne concernent pas les entretiens mais financés par le FONER. Deuxième problème, 14 ans après, le FONER étant créé en 2009, le ministère des ITPR est-il satisfait de sa politique ou de la politique d'entretien des routes? Lorsque l'on constate que le financement revient dans certains cas sur le même tronçon déjà entretenu de routes en terre, lorsqu'on constate que le financement revient sur le même tronçon, même sur des routes bitumées, je prends le cas par exemple du tronçon qui allait à partir de l'échangeur qui mène vers la Fikine. Depuis toujours, avant la Fikine, l'ouverture de la Fikine, ce tronçon doit être réhabilité ou entretenu parce qu'il y a toujours des nids de poules qui se créent. Donc les entretiens, non seulement leurs faiblesses sont constatées sur les routes en terre, même sur les routes bitumées. Et aujourd'hui, on constate déjà des routes bitumées dont les travaux viennent de s'achever. Il y a quelques temps déjà, il y a des nids de poules. Donc, quelle est l'appréciation que votre ministère fait des travaux d'entretien tels qu'ils se sont réalisés depuis la création du FONER? Merci. Nous avons très peu de ressources qui sont mises dans le secteur routier. Or, les besoins sont réels. Okay? Les besoins sont réels. Il faut bien que l'on puisse intervenir. Alors, la question du trésorier dit, mais pourquoi alors ce qui n'est pas éligible s'est retrouvé être pris? Il s'est retrouvé que, malheureusement, ce sont des choses, vous allez encore débattre, les fonds de l'entretien routier sont des fonds préaffectés. En principe, quand on regarde les ressources du FONER, en réalité, il ne devait pas avoir de ressources. Parce que ça doit être des fonds qui sont préaffectés, parce qu'il y a des choses à faire, et comme on le dit, on doit travailler avec une bonne planification. Avant l'année même, on a déjà le programme de ce qui doit être fait. On a une provision de ce qu'on va avoir comme ressources, et donc c'est déjà préaffecté. Logiquement, on ne devait pas se retrouver. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, les autorités ont décidé qu'il y ait des projets spéciaux et que ça soit financé? Il se trouve que, comme il y a très peu de ressources financières, et que la balance du FONER à un certain moment, elle était tellement forte qu'il y avait des ressources qui n'étaient pas utilisées. Et à côté de cela, il y avait une route qui était en souffrance. Je me rappelle bien de l'expression du Premier ministre à l'époque, c'était le Premier ministre Ilunga Lukamba. Il a dit, ce sont des fonds publics. Il y a des besoins publics. On doit pouvoir adresser ce besoin. On dit que c'est des fonds d'entretien. Mais on ne les met pas dans l'entretien parce qu'on dit qu'on ne peut pas intervenir sur telle section parce qu'elle n'a pas encore été réhabilitée au préalable. S'il n'y a pas de section réhabilitée, alors cet argent va chômer, va rester dans les caisses à faire quoi? C'est comme ça que les autorités, regardez bien, quand il y a eu ces projets spéciaux, ce sont les autorités qui ont pris la décision. Ils ont dit, comme on a quand même des fonds publics ici, on va se lancer dans ce programme, ça va nous permettre d'avoir des linéaires sur le réseau routier réhabilités, et donc ça permettra que les ressources du FONER puissent être utilisées. Donc ça a été d'une manière circonstancielle
que les ressources de l'entretien ont été largement orientées, pour soutenir ces programmes dits spéciaux. Parce que le besoin était là, et il y avait des ressources qui sont en train qui étaient devenues des ressources dormantes, alors qu'elles étaient censées être en train de tourner. Et je veux encore rappeler ici qu'à un certain moment, donc quand on a travaillé avec le projet ProRoute, avait pu réhabiliter plus de 3000 km de routes nationales dans ce pays, selon le gabarit qui était défini à l'époque et tout ça, mais au moins ça avait permis de remettre une certaine connectivité, une certaine stabilité sur les réseaux. Et il lui fallut continuer avec le financement de cet entretien. Mais le fait que les entretiens n'ont pas suffi, on a perdu ce réseau qui a pourtant coûté des efforts en termes de ressources, humaines et de ressources financières et matérielles. Et donc, le fait qu'il y avait de l'argent et qu'il y avait des besoins à adresser, on a pris ça. Et je veux même paraphraser, pendant un certain temps, quand on travaille encore avec le premier décret, avant que le décret ne soit révisé sur le FONER, on faisait une dotation aux provinces. Et quand les gouvernements de province recevaient cet argent, quoique c'est de l'argent de l'entretien routier, mais comme ils recevaient des ressources financières, ils les utilisaient selon les priorités qu'il y avait. Quand ils avaient des priorités sécuritaires, cet argent n'allait pas sur la route, allait pour répondre à des besoins qui étaient plutôt d'un autre secteur. Donc il faut comprendre que quand on a des ressources, et ça c'est un principe, quand il y a des ressources publiques et qu'il y a des besoins qui sont latents quelque part, s'ils ne sont pas affectés, elles vont être happées pour répondre à ce besoin-là. Raison de plus pour que nous puissions ensemble conjuguer les efforts pour avoir une bonne planification afin que les ressources de l'entretien soient sur la route et que l'état de la route puisse s'améliorer. D'ailleurs, quand on améliore l'état de la route, ça permet même de renflouer les caisses de FONER. Je me rappelle du conflit qu'on avait eu à un certain moment à Ituri, parce que les voies par lesquelles ce carburant entrait étaient en mauvais état. Et ce qui fait que les camions qui amenaient les produits pétroliers se renversaient. À un certain moment, les commerçants ont dit, mais pourquoi on doit payer de l'argent si l'état de route est celui-là? Ils se sont renfermés, ils n'ont plus payé pendant un certain temps. Il a fallu que Vous êtes... Merci de faire vivre le débat. Je n'ai pas encore répondu, oui. Et la dernière question, non, je crois que j'ai répondu aussi à la question. Ah, voilà, le deuxième volet du trésorier de FONER, 14 ans après, le ministère est-il satisfait lorsque l'on constate que l'on revient constamment sur les mêmes sections en termes d'entretien? Merci pour votre question. Vous avez la réponse? Non, oui, je réponds à cette question. C'est la dernière. J'ai déjà répondu à toutes les autres. La réponse est évidente. La réponse évidente est non. Mais ça entraîne quoi? C'est-à-dire qu'il y a des questions réelles que nous devons nous poser. Il y a une intervention à faire, on a fait et on doit revenir. Ça signifie qu'on a mal fait. Il faut regarder pourquoi on a mal fait. Et c'est ça les questions qui reviennent. Moi j'entends les plaintes venant de l'OVD, venant de l'Office des routes en disant nous commençons un programme, FONER nous donne une partie des ressources et puis il coupe, il ne donne plus de ressources. Ce qui fait que ce qu'on a commencé à le temps de se dégrader et tout ça. Et on serait obligé de revenir sur la même chose. Et j'en veux pour preuve. Il y avait sur la route nationale numéro 1, au niveau de Massamouna, il y avait un point qui commençait à se dégrader. L'évaluation à ce moment-là pour intervenir était de l'ordre de 49 000 $. La demande a été adressée au FONER. Mais le retard a été tellement grand. Les pluies n'arrêtent pas, les conditions de trafic n'arrêtent pas, elles ne disent pas, attendons bien quand on va mettre les ressources. Il a fallu, on a attendu des mois et des mois, après qu'il fallait intervenir, la facture et le résultat. Merci beaucoup.
et donner peut-être un autre son des cloches. C'est même l'intérêt de ces assises pour qu'on discute véritablement et sincèrement entre toutes les parties prenantes du secteur de l'entretien routier. Prenons le cas simple qui a été épinglé. Il y a des trous et puis on revient chaque année faire la même chose. Le conseil a cité une partie des éléments qui peuvent être vrais. Ça peut être vrai que le fournisseur a payé une première partie, que l'autre partie ne suit pas, ça peut être vrai. Mais là-dedans encore on va rentrer. Pourquoi le fournisseur n'a pas payé la deuxième partie? Ça peut être aussi parce que l'utilisation de la première partie n'a pas été justifiée aussi. C'est pourquoi on ne paye pas la deuxième partie. Parce qu'il faudra qu'on rentre quand même dans un système classique de fonctionnement. Les entreprises au monde, on ne les paye pas à 100%. Dans les travaux publics, quand on signe un contrat, on n'est pas obligé de payer les 100% du contrat au démarrage. Au démarrage, on paye une avance, l'entreprise exécute les travaux et l'entreprise privée présente les décomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il y a quand même une pratique qui est dans le régime qui considère qu'ils doivent être payés à 100%. Le fournisseur ne peut pas faire face à ça parce que ça diminue la capacité de fournir l'intervention. Si nous devons financer tous les projets à 100%, alors que nous collectons mensuellement, ce n'est pas possible. On ne va entretenir sur l'année que peut-être 2-3 projets. On paye des acomptes pour élargir l'assiette d'intervention, de manière à ce qu'avec la progression des travaux et les recettes mensuelles que nous collectons, nous payons progressivement les travaux qui sont exécutés. Je pense qu'on doit se rendre à cette évidence. Il y a aussi des travaux qui ont été payés à 100% par les fournisseurs qui n'ont même pas connu un début d'exécution. Des cas comme ça existent. Je reviens encore sur ce cas-là qui a été évoqué. On peut aussi poser la question, est-ce qu'on avait fait une étude acceptable qui a identifié le problème? Parce que si on n'a pas identifié le problème, la solution qu'on propose peut ne pas être correcte. Donc, ça va revenir demain, parce que le problème n'a pas été correctement identifié. Si le problème a été correctement identifié, est-ce que la mise en œuvre a été efficace? On peut aussi se poser des questions sur la mise en œuvre. Pendant qu'on a exécuté les travaux, est-ce que le contrôle était présent? Est-ce que le contrôle qui était efficace? Tous ces éléments-là peuvent concourir à des situations où on refait la même chose. Mais autrement aussi, il ne faudra pas aussi, parce que même au Parlement, on revient sur ça, on revient sur le même route, on revient sur le même route. Mais il s'agit de l'entretien permanent. Prenons le route en terre. Si vous devez entretenir le route en terre, je suis désolé, mais chaque année, vous allez mettre de l'argent. Sinon, si vous arrêtez les interventions, cette année, vous entretenez la route, par exemple, route à Kisangani, vous entretenez. L'année prochaine, vous dites, nous avons d'autres besoins, on va aller. Avec une saison de pluie, la route est détruite. Donc, c'est normal que chaque année, on puisse faire des interventions sur la même route. Peut-être maintenant, il faut changer le type d'entretien, c'est là dans la stratégie, comment faire. Peut-être qu'il faut aller à des contrats pluriannuels. Vous avez une entreprise sur une route, il est financé, et on a essayé de faire des financements génistes, la cellule infrastructure, qu'on aime bien ça. Peut-être mettre ce type de contrat, il y a un contrat, il y a une entreprise, comme on dit, un attributeur, on lui donne un réseau, une route où il fait des interventions. À ce moment-là, on allège. Si l'entretien est permanent, on allège son coût. Et le conseiller était revenu sur ça dans sa présentation. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour la parole accordée. Ma question s'adresse au secrétaire général de... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Bouna Dieudonné, je suis directeur provincial de l'ex-oriental. Écoutez, monsieur le secrétaire général, les CPR ne sont pas encore fonctionnels. Il dit qu'il a les arrêtés pour les CPR de Bandundu et de l'ex-oriental. Alors, j'ai une question à deux volets. Je voudrais l'informer que dans la province de Chopo, la commission provinciale de routière est fonctionnelle. Elle existe. Alors que quelque part, il a dit qu'il y a encore des discussions sur le pilotage de cette commission provinciale de routière. Je voudrais savoir, d'une part, si la CPR de la province de Chopo est légale à ce niveau. Pour autant qu'elle ne dirige que
qu'elle n'intervient que dans une seule province démembrée de l'ex-oriental qui en compte 4. Des deux, s'il y a encore des discussions qui concernent les pilotages et autres, est-ce que ce fonctionnement n'est pas prématuré? Voilà mes deux petites préoccupations. Merci. Merci. Si j'ai bien suivi votre exposé, vous avez parlé de la protection du patrimoine routier. Vous avez fait un constat par rapport aux routes concédées. Et en passant, comme je viens de Katanga, chez nous, nous avons la RN1 qui est concédée, nous avons la RN39 qui passe beaucoup de tracts. Évidemment, dans votre intervention, certes, les camions qui vont jusque dans l'espace DEC, généralement n'ont pas de dépassement encore. Mais un constat est fait, il y a souvent des transbordements. Il y a les camions de nous, les Congolais, qui vont par exemple, qui empruntent la RN1, Bouba, le Boudi, vers le Kassai. Qu'est-ce que nous constatons? Généralement, ils ne sont pas en surpoids quand ils sont sur la route concédée, parce qu'il y a des stations de paysage. Mais une fois qu'ils entrent sur la RN1, tronçon, par exemple, Bouba, vers le Boudi, ils peuvent se mettre 2 fois, ils se surchargent. Maintenant, vous avez parlé de la stratégie. Et quelle est la stratégie que l'on pourra prendre par rapport à ces gros tournages? Surtout, ce sont les routes en terre à partir de Mouba. Quand on va jusque le Kassai, autour de la station de route en terre, le FONER émet généralement chaque année dans le plan suffisamment de moyens. Mais en même temps, j'ai pu entendre parler ici qu'on fait du surplace. Mais quelle serait la stratégie pour arrêter cette hémorragie? Certes, on s'intéresse beaucoup plus que sur la partie où les miniers passent. Je prends pour le Brésil, Kumbachi, là, quand ce sont les Chinois qui passent avec des camions, ce sont des camions apparemment qui ne respectent pas les normes, tout le monde s'acharne. Il y a la province qui a sa structure, qui a ses services dessus, il y a plusieurs services. Mais sur les tronçons en terre, apparemment, selon moi, parce que je suis là depuis très longtemps, je constate qu'il y a une certaine négligence. Vous êtes dans le ministère de l'Infrastructure. Et quelle est la stratégie peut-être que le gouvernement pourrait mettre en place? Merci beaucoup. La petite préoccupation par rapport à la question qui a été posée par le directeur du FONER, si le ministère est satisfait après 14 ans de l'existence du FONER. Alors, la première question, c'est de savoir est-ce que le FONER à l'interne a le mécanisme de suivi et contrôle par rapport au financement alloué aux différents entretiens exécutés sur les routes. C'est la première question. Et aussi, je soutiens l'idée que le DG, c'est le DG du FONER, a parlé sur la validation du programme d'entretien entre les parties prenantes. C'est vraiment très capital. Si on n'arrive pas à valider ce plan d'entretien par les parties prenantes, nous n'allons pas faire un bon travail, à tel point qu'on peut entretenir une route qui s'arrête quelque part et il n'y a pas une bonne connectivité dans une zone donnée. Je pense qu'il faudrait arriver à cela. S'il faudrait faire la proclamation, la planification sur les entretiens de route, il faudrait que les parties prenantes se prononcent et valident un programme. J'étais à Kabinda une fois arrivé à Kabinda pour une mission. Le programme perd. Le FONER a financé de l'argent, mais sur le terrain, c'est zéro. C'est là que je pose la question. Est-ce qu'à l'interne, il y a un mécanisme de suivi? Merci.
Merci. L'information qu'il existe bel et bien des CPR au niveau de la Djoko. Malheureusement, dans mes archives, je n'ai pas retrouvé cet arrêté-là. Si vous avez l'amabilité, au moins, de m'envoyer cet arrêté de manière à ce que dans nos archives, nous puissions l'avoir aussi. Je n'ai pas très bien compris la deuxième préoccupation concernant les pilotages. J'ai dit tout à l'heure ici qu'il y a matière à revoir concernant les pilotages. Vous savez, nous qui avons étudié le mathématique moderne, il y avait la réunion et l'intersection. La province constitue elle-même une entité. Nous avons l'OVD, nous avons l'Office de route, nous avons les transports et communications, nous avons le développement rural. Mais l'intersection, c'est quoi? C'est que tout ça se retrouve au niveau des infrastructures. Ces infrastructures, c'est la construction, la réhabilitation et l'entretien de tout ce qui est infrastructure publique de l'État. Donc, c'est là que tout le monde se retrouve. Donc, je me disais, j'avais posé la question et la réponse en même temps. Le secrétaire technique doit aller normalement à la division provinciale de CITP. Et j'ai parlé de pilotage. Est-ce que le gouverneur doit être président du comité de pilotage ou il doit déléguer? Vous savez, pour voir le gouverneur en province, il faut vous réveiller très tôt, sinon vous ne le voyez même pas. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de chats à fouetter. Je dis, il doit déléguer le pilotage du comité, n'est-ce pas, à la personne qui peut être permanente. Tout simplement. Je vous dis, je prends exemple pour le ministère de l'Éducation. Le ministre Assimène arrêté, il a délégué beaucoup de choses à l'administration. Parce qu'il s'est dit qu'il a beaucoup de choses à faire politiquement parlant et il ne saura pas gérer, n'est-ce pas, certains aspects de son ministère. Donc, du côté pilotage, c'est ça. Donc, j'ai proposé, et il y a matière à réflexion, nous allons réfléchir ensemble pour trouver qui peut vraiment piloter les CPR au niveau provincial de manière à rendre fonctionnel, parce que c'est un élément essentiel pour la programmation de l'entretien des routes ensemble. Je ne sais pas si vous avez répondu à votre question. Monsieur Eric du Katanga, vous dites effectivement que la RN1 et la RN39 concédées, les tracts qui vont dans l'espace SADC respectent la réglementation quant au poids total autorisé en charge, mais par contre, les gens font beaucoup de transportement quand ils doivent continuer avec la RN1 à partir de Mouba pour aller à Lubudi pour aller vers le Kassai. Et ce constat est malheureux. Il n'est pas seulement dans le Katanga. J'ai encore vérifié dernièrement quand j'étais au niveau de Kassai, frontière avec l'Ouganda. Les véhicules au niveau, comme je vous ai dit, au Kenya et en Ouganda, on a pénalisé. Si vous dépassez, vous allez en prison. Mais dès qu'ils dépassent chez nous, vous allez voir deux camions se fondre en un seul. Résultat, on a les ponts qui se cassent et tous les dégâts. Eh bien, comment il faut, quelle stratégie? Il faut sensibiliser les gens. Parce que c'est de l'immoralité quand même. Pour des intérêts individuels, je veux gagner plus en une seule course, transporter tout ça, mais je détruis tout ce qui appartient à tous. Ça, c'est quand même terrible, mais il faut conscientiser, il faut sensibiliser les gens. Deuxièmement, dans le cadre de la protection du patrimoine routier, il faut faire le contrôle. Et le contrôle, ça, c'est du charge du FONER. Il y a quelques années, je me souviens, le FONER avait sollicité l'acquisition de 10 bains essieux pour les implanter et tout ça. Peut-être le directeur général va nous en dire un mot. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut contrôler, parce que si vous ne mettez pas de garde-fou, tout le monde va jouer un peu au fou. Donc il faut nécessairement mettre et avoir des sanctions qui soient dissuasives. Parce que le résultat, c'est qu'on détruit et c'est les efforts de nous tous qui vont être absorbés par l'inconscience d'une personne qui veut faire des plus grandes plus-values. Et ce n'est pas seulement là. On a connu beaucoup de difficultés comme ça. Sur la RN4, je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un, un commerçant, est passé avec un chargement tellement important, il est passé sur un pont, le pont s'est cassé. Aussitôt que le pont est cassé, la situation à Kisanga est devenue terrible. Les prix ont été multipliés, les prix des denrées ont été multipliés par 3, par 4, etc. Mais par
tard au niveau national, mais nous devons nous dépasser. Vous êtes des universitaires. L'universitaire, ce n'est pas un niveau moyen de formation. Donc vous êtes au-dessus. Vous devez happer la population pour venir vers le haut. C'est un contrat social que nous avons vis-à-vis de notre population. Et nous devons continuer à parler pour que les gens arrêtent les mauvaises pratiques. J'en profite pour dire, c'est la même chose avec les questions de l'obstruction des voies de drainage. Vous trouvez ici, vous trouvez beaucoup de trucs. Et ça, c'est encore des faits que le FONER fait pour le curage, etc. Mais les déchets se retrouvent là-bas. Parce qu'on utilise et on prend cette habitude de jeter là-bas. Mais tous, nous pouvons nous engager dans cette action. C'est une action citoyenne pour faire conscientiser nos frères, nos soeurs, nos amis, nos parents à avoir le comportement convenable pour éviter ce qui est mauvais, ce qui est en marche. Voilà, j'ai parlé. Merci, monsieur. Conseiller, vous m'avez interpellé sur les paysages, mais je pense que comme il y a une intervention sur le paysage, on fera les débats très enrichis après. Pour votre formation sur le curage, rien que pour la ville de Kinshasa, on va dépasser cette année 14 millions de dollars. Voilà les comportements par moment des populations et des usagers de la route où ça nous amène. Rien que pour le curage, cette année, ça va nous coûter 14 millions de dollars dans la ville de Kinshasa. Je voudrais revenir sur la question posée par le directeur de Point Chaussée sur les dispositifs au sein du FONER pour le suivi des travaux. Vous savez, l'obligation du FONER, et par la loi, ce n'est pas faire la suivi des travaux. Et par la loi, le FONER organise les audits, des audits techniques sur les travaux. C'est ça l'obligation du FONER. Malheureusement, il s'est passé deux choses. D'abord, les critiques, comme vous les rappelez, qu'on a financé un père à Capi, n'a rien laissé passer. Et ensuite, les audits étaient très postérieurs aux travaux. Les travaux de 2020 sont audités en 2023, les travaux de 2020. Il y avait des cas entre la réalisation des travaux et des audits qui faisaient que ces audits n'étaient plus efficaces. Le FONER a pris deux décisions importantes. La première décision, c'est en son sein, créer une direction technique plus enrichie avec des ingénieurs de suivi en province. Dans un premier temps, on avait recruté simplement des ingénieurs dans deux provinces. C'est le Katanga, le site qui, je pense, il y en avait un dans une province qui est décédé. Aujourd'hui, on a fait un recrutement, je pense que vous avez appris dans les journaux, on a fait un recrutement par appel à la candidature où on a recruté des ingénieurs de suivi sur l'ensemble du territoire. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'un ingénieur dans une province de toute manière ne pourra pas circuler. On a quand même une présence, il peut aller voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas le rôle vraiment du FONER. Parce que la manière dont les conseils a décrit, la manière dont les travaux sont financés, il y a les régies qui sont responsables, il y a le PTC qui appuie dans le contrôle. Aujourd'hui, il y a le secrétariat général qui va commencer à faire l'assurance. Ce sont ces acteurs-là qui doivent s'assurer que le financement est exécuté normalement. Bien sûr, il y aura des audits. Maintenant, on va changer même la manière de mettre les audits. On ne va pas attendre la fin des travaux. On va mettre des audits pendant l'exécution des travaux. Ça fera un moyen de contrôle supplémentaire pour des suivis supplémentaires pour le FONER. Et le FONER lui-même, quand c'est possible, organisera des missions de suivi des travaux exécutés sur le financement FONER. Voilà. National, il a été interpellé. Moi, la question que je me pose, vous débloquez, vous faites des financements, mais quelles sont les sûretés que vous avez prévues pour que ces financements-là, qui sont donnés à des structures, et ces structures ne s'exécutent pas, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous faites directement pour pouvoir sécuriser vos interventions? L'office de route, avec l'OVDA et avec l'OVD. On ne peut pas demander de sûreté particulière à cette entreprise-là. C'est pourquoi les FONER aujourd'hui refusent de financer le projet à 100%. Parce qu'on n'a pas de couverture. Une entreprise privée, quand vous lui donnez une avance, tout à fait une sûreté parce qu'il émet une garantie. Les régimes n'ont pas ça.
Dans ces conditions, on ne peut pas financer à 100% parce que le risque devient trop important. Je disais tantôt, il y a des projets que nous avons financés à 100% qui n'ont même pas connu un début d'exécution. Pas par la mauvaise foi des agences, mais ça peut être dans une zone où le matériel n'est pas disponible. Ils attendent qu'on libère le matériel quelque part pour que ça vienne là-bas. Donc, compte tenu de tout ça, on ne peut pas. On finance aujourd'hui, on va discuter, c'est prévu qu'on en discute dans les ateliers qu'on aura. Aujourd'hui, les modalités de financement du fournisseur, c'est 50% comme avance le démarrage. On exécute les travaux, et quand les travaux sont exécutés à 30%, certifiés par le BTC, on reçoit le rapport certifié par le BTC, c'est le bureau technique du contrôle, on sort les 50%. Même avec ces dispositifs qui présentent quand même de risques, ça ne contente pas nos partenaires qui sont dans les agences routières. Mais je ne vois pas qu'est-ce que le fournisseur peut faire. Comme je disais tantôt, financer à 100%, ça veut dire qu'on va commencer une année, on va financer 2 projets, puis on attend que ces projets-là se terminent. On attend le mois prochain, l'autre mois, on cumule encore de l'argent, on finance. Or, de financer des avances, ça nous permet d'intervenir sur plusieurs projets à la fois et on complète progressivement suivant la capacité des uns et des autres à réaliser les travaux. Voilà comment travailler les fonds. On a découvert, il y a aucune sécurité. On peut demander à l'office de route, à l'OVD, à l'OVDA, des sécurités. On ne peut pas. Il n'y a pas de sûreté, notamment des comptes du FONER, les audits, une série de choses. Aujourd'hui, depuis 2019, les comptes du FONER sont contrôlés par les commissaires aux comptes, mais également par des audits externes, des cabinets de réputation internationale, financés d'ailleurs sur les ressources de la Banque mondiale, gérées par la cellule d'infrastructure. Il y a un ensemble d'instruments qui sont publiés aujourd'hui sur les sites du FONER. Vous pouvez aller, vous avez le budget du FONER est publié. Les programmes d'entretien routier sont publiés, les décaissements annuels du fournisseur sont publiés, les décaissements trimestriels sont publiés, les rapports d'audit de compte sont publiés, et nous sommes à jour avec les audits jusqu'en 2022, et là ça fait l'exercice 2023. Mais il y a quelque chose qui pose encore problème aujourd'hui. C'est quoi? C'est que le bailleur de fonds, enfin je dirais, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le fournisseur ne finance pas que l'entretien routier. Le fournisseur aujourd'hui finance des travaux de réhabilitation. Et je crains même que quand on va faire les ratios, que nous soyons soit à 50-50 ou soit même plus en termes de réhabilitation que d'entretien. C'est un indicateur qui n'est pas bon pour le fournisseur vis-à-vis des partenaires extérieurs. Pour que les partenaires extérieurs viennent financer l'entretien, nous devons démontrer la preuve que nous avons financé l'entretien et que nous sommes en déficit d'entretien. Or, nous, aujourd'hui, nous finançons un peu l'entretien et les travaux de réhabilitation. Comment allez-vous demander des fonds à quelqu'un pour venir financer l'entretien alors que vous-même, vous avez de l'argent, mais vous préférez faire des réhabilitations et des constructions? C'est aujourd'hui le problème que nous devons gérer avant d'aller voir les bailleurs des fonds extérieurs. Je réponds au nom de Dieu donné gouvernement. Vous voyez que je suis le directeur provincial du FONER en province du Congo central. J'ai maintenant 12 ans au FONER. J'ai évolué avec les agences routières dans le cadre d'entretien de route. J'ai commencé par le site Kivu. Et je viens de Bandundu. Maintenant, je me retrouve au Congo central. Je voudrais savoir, dans un premier temps, je dis, j'ai bien suivi les directeurs généraux du BTC et j'ai appuyé sa préoccupation parce que c'est la mienne depuis très longtemps, quand j'interviens même auprès du patronat. J'ai toujours soulevé cet élément-là. Si le FONER a signé un protocole d'accord de collaboration avec la DGDA en matière de mobilisation des ressources, les FONER devraient aussi signer un protocole d'accord de collaboration avec les BTC en matière de suivi d'entretien, parce que les FONER ont deux missions. Mobiliser pour affecter les serments à l'entretien. S'il a un partenaire côté mobilisation, il faut qu'il en ait, et l'autre côté entretien, côté suivi, avec bien sûr un support.
Si parce qu'il paraît on paye les BTC pour faire les suivis au compte du FONER, mais on le fait, quel est le document, quel est l'instrument qui couvre cette action-là? Parler de questions de prises unitaires, pour dire que cette question est importante et elle intéresse toutes les structures et autant encore le FONER, parce que le FONER est en train de financer les travaux. Je crois que c'est de l'intérêt du FONER de financer le coût exact, en tout cas au coût qui permet de réaliser les travaux comme il se doit. Ce travail sur lequel on s'est appuyé depuis tout ce temps date de 2011, et effectivement, c'était devant un vide que ce travail est venu, donc il était bien accueilli. Et il avait été le fruit d'une collaboration au niveau du ministère de toutes les structures, telle enseigne qu'il a engagé toutes les structures et donc toutes les structures se sont reconnues dans ce prix. C'est vrai que le temps a coulé, il y a certains paramètres qui ont bougé et aussi la différence qu'en son temps, le travail avait été fait uniquement à Kinshasa. Et l'édition qu'on est en train de préparer là voudrait donner des prises unitaires sur les différentes villes de l'étendue de la République. Et pour ça, il y a des inputs qui nous viennent de tous les autres points, avec l'appui justement des différentes structures. Nous avons le BTC, l'OVD, l'Office des routes, etc. Et donc, on a intérêt à ce qu'il puisse atterrir ce travail. Au jour d'aujourd'hui, le travail de fond a été fait, ça fait plusieurs milliers d'heures de travail. Et il faut juste pouvoir aller faire le travail de consolidation. Et ça va demander un internement d'au moins 7 jours. Et c'est ça, donc c'est là que les choses sont encore en train de se faire. Donc, ce travail pourrait atterrir pour autant que nous puissions trouver les ressources nécessaires en termes de ressources humaines. Comme on a dit, les gens ont aussi d'autres charges. Et en termes de ressources financières, parce qu'il faudra interner les différents experts pour terminer ce travail. Voilà, merci. Du conseil, comme j'ai dit tantôt, au coordonnateur de la cellule infrastructure, et vous l'avez répété, les FONER est très intéressé. Donc, vraiment, s'il y a une demande de financement de cette activité, l'État nous instruit, je ne pense pas que ça posera de problème que le FONER finance cet internement-là des agents et cadres pour aller travailler sur la structure, sur le président. Ça ne pose vraiment pas de problème. C'est vraiment dans notre intérêt pour vider une fois pour toutes ces débats sur le président militaire, du FONER, du Pascal, de ceci, de cela. Donc nous sommes prêts. Pour notre DP, du Congo central, oui, nous avons beaucoup échangé avec le directeur général du BTC, parce que le FONER considère le BTC comme son bras, en fait, pour le contrôle des travaux. Lui, c'est un partenaire un peu différent des agences routières qui exécutent les travaux. Nous avons suffisamment discuté, nous connaissons les problèmes structurels du BTC. Nous avons convenu avec que quand on va mettre en place le PER cette fois-ci, on va se mettre ensemble pour définir avec le BTC les moyens dont il a besoin pour contrôler ces PER qui couvrent l'ensemble du territoire national. Nous savons que le BTC commence à ouvrir des antennes en province, mais il y a des problèmes d'ordre, il y a des problèmes d'équipement. On va regarder les équipements, est-ce qu'on sera en mesure de financer la totalité, une partie, même en termes de renforcement des capacités du personnel du BTC. On le fera. On demanderait également au BTC d'être ouvert avec nous pour dire, voilà, contrôler ces travaux, ça va me demander 100 hommes jours. Moi, je vais disposer que des 60 hommes jours, donc ça voudrait dire que les 40 hommes jours, il faut aller chercher les privés qui vont faire ce travail. On a des convergences avec les DG, donc on discute suffisamment sur ces choses. Bon, maintenant, est-ce qu'il faudra signer un protocole? On va laisser nos juristes regarder ça, parce que le BTC intervient en vertu de l'ordonnance qui crée et qui organise son activité. Est-ce que ça demandera nécessairement? Pourquoi pas? Parce qu'avec les agences routières, nous avons également une convention de financement. Peut-être qu'on signera une convention pour préciser les modalités de collaboration dans le cas des suivis de son contrôle sur le PER. Bon, maintenant, sur le financement des travaux, depuis vous êtes un peu en retard parce que depuis, on a changé la manière de financer les travaux. Le FONER paye directement les directions commerciales. Ça passe par on fait des échanges avec le BTC, je pense qu'on était déjà d'accord. Même le BTC va commencer directement à financer les agences et les
des antennes provinciales pour leur permettre d'avoir les moyens de contrôle. Vous avez dit que vous êtes exécutant. Pour moi, mon directeur provincial n'est pas un exécutant. Vous êtes un collaborateur du directeur général. Maintenant, il faut dire si les directeurs administratifs et financiers vous envoient les frais de fonctionnement en dessous de ce qui est prévu dans votre budget, vous avez le droit de dire pourquoi. Vous n'allez pas croiser et dire bon, moi je suis un exécutant, je vais attendre 100 mois, 2020, je ne pose pas de questions. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas l'exécutant, vous êtes un directeur comme les directeurs qui sont à Kinshasa, vous êtes un collaborateur directeur général. Donc, on échange sur des questions. Et ensuite, quand on finance, la province, notre direction provinciale est au courant des financements que nous faisons. Et au même moment, la direction générale de l'agence côtière concernée est au courant, même si nous payons la direction provinciale. Mais par contre, ça revient souvent sur le fait que les agences côtières en province démarrent les travaux sans informer les fournisseurs. Les DG, là, il a suivi. L'OVD, et là, ils ont suivi. Je pense qu'ils donneront les décisions nécessaires pour que ça ne dérange pas que les fournisseurs soient au courant des travaux. Même de la réception des travaux. Les DG du BTC disaient par comment on commence et même ils ne savent pas quand est-ce que les travaux sont finis. Nous avons aussi besoin de savoir qu'on a financé, on a démarré et les travaux sont finis. Même s'il y a une réception, le fournisseur doit être là, si on a les moyens, parce qu'on n'a pas aussi tous les hommes nécessaires. On est en train de recruter des ingénieurs aujourd'hui dans toutes les provinces, on va les déployer. Je pense qu'on aura suffisamment de ressources humaines pour régler ces questions-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci aussi. Comme on dit dans certaines assemblées, on les applaudit eux, mais on peut nous applaudir nous-mêmes aussi. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.